Bonjour. Merci tout d'abord à Pierre-Marie Girard et Éric Delaporte de m'avoir invité pour parler des représentations sociales dans une journée qui est essentiellement clinique. J'espère que je vais vous convaincre que ça valait le coup. D'autre part, en fait, on est deux à avoir présenté, à avoir préparé à présenter cette présentation. Donc, moi, je suis Annabelle Desgrès-Duloup, je suis démographe de l'IRD. Je la présente avec Dolores Pourrette, qui est aussi de l'IRD, mais qui est anthropologue et qui est actuellement en affectation à Madagascar. Donc, elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, voilà, donc voilà, le titre, c'est le sujet qui nous a été demandé. En fait, quand on s'est attaqué à la préparation, on s'est rendu compte que c'était une vraie gageure, parce que d'une part, les représentations sociales, il y en a autant que de sociétés. De quelle société parle-t-on ? C'est l'Afrique, mais l'Afrique, c'est large. Et puis en plus, il y a très très peu d'études disponibles, en Afrique en particulier. Des études sur les représentations des hépatites en Afrique, on n'en connaît pas. Donc si vous en connaissez, merci de nous les faire remonter. Et en fait, donc pour traiter ce sujet, on s'est demandé pourquoi vous nous aviez demandé à nous. Et on s'est dit que c'était au titre du projet Parcours que je dirige, qui est un projet de recherche qui est mené actuellement en France auprès des migrants subsahariens, qui est un projet de recherche sur le VIH et l'hépatite B dans les parcours de vie de migrants subsahariens. Donc on a restreint le sujet, voilà, aux représentations sociales des hépatites chroniques B et C chez les migrants subsahariens vivant en France, en se disant que c'était un proxy des représentations en Afrique, sachant qu'évidemment le contexte de migration change aussi les représentations. Donc il y a des choses que je vais vous dire aujourd'hui qui évidemment ne sont pas tout à fait transposables, en particulier du fait du contexte clinique aussi, qui est infiniment meilleur en France qu'en Afrique. Je ne reviens pas là-dessus. L'autre chose, c'est que je ne traite pas ici de l'Afrique du Nord, sur laquelle vraiment je suis totalement incompétente, et en particulier sur l'épidémie de VHC en Égypte. Voilà, donc là, on va se concentrer sur les hépatites en Afrique, enfin, chez les migrants d'Afrique subsaharienne. Alors, rapidement, donc, on va revenir juste pourquoi les représentations sociales, c'est intéressant pour des cliniciens. Quelles données, quelles études on a mobilisées, qu'est-ce qu'on peut en déduire des connaissances et attitudes par rapport aux hépatites, mais aussi par rapport à la prévention et au dépistage. Et puis, on va faire un petit point sur les représentations chez les professionnels de santé, qui nous apportent aussi des éléments intéressants. Alors, les représentations sociales, je ne vais pas vous faire un cours d'anthropologie de la santé, mais grosso modo, il s'agit de l'ensemble des connaissances et croyances profanes, c'est-à-dire hors du milieu des professionnels de santé, sur la maladie. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on comprend dans la population de ces maladies, et puis qu'est-ce qu'on en dit, et pourquoi c'est important, parce que de ces croyances, de ces connaissances aussi, vont dépendre les comportements de prévention par rapport aux maladies, les comportements des malades par rapport à la prise en charge. Est-ce qu'on accepte la prise en charge? Est-ce qu'on prend ses médicaments? Enfin voilà, tout ce que vous connaissez. Et puis, évidemment, et c'est très important, tous les comportements de l'entourage et la fameuse question de la stigmatisation dont on va reparler. Et peut-être, plutôt que de parler de représentation, souvent vous allez m'entendre parler de connaissances et attitudes qui sont un peu disons, les représentations en santé publique. Et vous connaissez tous les enquêtes KABP, qui sont les connaissances, attitudes, comportements et perceptions, auxquelles je vais faire référence aussi. Alors, les données et les études qu'on a mobilisées pour cette présentation. Alors, tout d'abord, on s'est quand même intéressé à ce qui se passait en France en population générale, puisque voilà, par défaut, ça nous donnait des choses intéressantes. En France, il y a eu 2 enquêtes KABP menées sur les perceptions et les connaissances par rapport aux hépatites, et puis la deuxième plus par rapport à l'hépatite B. Et dans ces enquêtes à large échelle, on a à chaque fois un sous-échantillon de migrants qui viennent de pays d'endémicité élevée, donc qui nous donnent des informations sur ce qui se passe dans ces pays d'endémicité élevée. Et puis on a aussi une étude qualitative que plusieurs d'entre vous connaissent, j'imagine, qui a été menée auprès de migrants subsahariens non malades. Donc une quarantaine de migrants ont été interrogés sur qu'est-ce qu'ils connaissaient et comment ils percevaient les hépatites. Et puis, enfin l'hépatite B, il me semble, celle-là. Et puis, on a aussi des études auprès de patients vivant avec une hépatite. Alors, c'est donc notre travail dans l'étude parcours. L'étude parcours, je reviendrai très rapidement à la fin, mais à un volet qualitatif, un volet quantitatif. Donc, Dolores Pourrette
s'est occupée du volet qualitatif. Pour cela, elle est allée mener des entretiens auprès de 33 patients suivis pour une hépatite B, patients africains, dans 2 services d'Île-de-France. Et puis on a aussi trouvé, il y a une étude auprès de migrants en recherche de régularisation au titre de la maladie qui va nous donner des informations intéressantes. Et on s'est aussi inspiré d'enquêtes auprès de patients suivis pour une hépatite C qui ne sont pas migrants, mais par défaut, voilà, ça nous donnait des informations intéressantes sur l'hépatite C pour laquelle on a encore moins d'informations que pour l'hépatite B. Et puis on a des études aussi auprès des professionnels de santé, donc des études menées auprès de professionnels prenant en charge des migrants et prenant en charge et puis notre étude parcours qui a été menée dans plusieurs services, au-delà des 2 services dont j'ai parlé tout à l'heure, d'autres services ont été enquêtés sur voilà, des entretiens ont été menés avec les hépatologues. Oui, juste... on ne peut pas revenir en arrière. Je voulais faire une petite conclusion c'est que voilà, le nombre d'études disponibles est extrêmement faible, même si évidemment ma liste n'est pas exhaustive. C'est vraiment un domaine dans lequel on a très 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 peu de choses. Alors que peut-on dire des connaissances et attitudes par rapport aux hépatites? Alors dans la population générale, des enquêtes KABP, il ressort que les hépatites virales, elles sont perçues comme des maladies graves, mais une minorité seulement de personnes se sentent directement à risque. Quel que soit le pays d'origine, endémicité élevée ou pas, on observe une confusion totale entre les différentes formes d'hépatite, même A, B, C, et une confusion aussi entre les modes de transmission respectifs, et une mauvaise connaissance des traitements disponibles et de l'histoire naturelle possible de la maladie. Ce qui est intéressant, c'est que la perception du risque semble proportionnellement, inversement proportionnelle à la réalité des risques. En gros, les groupes les plus aisés, par exemple, se sentent les plus à risque pour l'hépatite C, alors qu'on sait que ce sont les groupes les plus précaires qui sont les plus à risque. La transmission par voie sanguine, y compris autour de l'échange des seringues, et donc la toxicomanie, est bien connue. Par contre, la transmission par voie sexuelle l'est beaucoup moins. Seules 2 personnes sur 3 citent la transmission par voie sexuelle comme une transmission possible pour le virus de l'hépatite B. Alors, en termes d'indicateurs dépistage vaccination, bon, ça c'est juste un indicateur sur la France, mais pour vous donner une idée, 1 personne sur 4 avait été dépistée pour l'hépatite B, et ça montait à presque 1 personne sur 2 pour les personnes qui venaient de pays d'endémicité élevée. En 2010, 1 personne pour 2 déclarait être vaccinée, et là on n'avait pas de différence significative si on regardait ce qui se passait chez les personnes venant de pays d'endémicité élevée. Mais donc il s'agit bien d'un contexte en France. Alors chez les migrants subsahariens, on retrouve, donc dans l'enquête qualitative auprès des migrants, on retrouve exactement les mêmes choses que ce qu'on voyait en KABP dans la population générale. C'est-à-dire qu'on a entendu parler des hépatites, mais les connaissances sont très confuses, en particulier un mélange entre les différentes hépatites, et les migrants se disent très mal informés sur les hépatites et leurs conséquences. Et surtout ne se sentent pas directement concernés, malgré les données épidémiologiques qu'on connaît. Alors ce qui est très intéressant, c'est voilà, ce que je vous ai mis en gras, c'est-à-dire plusieurs types de représentations totalement paradoxales qui se côtoient chez les mêmes personnes parfois. C'est-à-dire qu'à la fois, les hépatites sont des maladies qui apparaissent comme des maladies des excès, liées à l'usage d'alcool, de drogue. Le multipartenariat, c'est la maladie de la vie désordonnée, d'une mauvaise hygiène de vie. Et à la fois, et donc c'est totalement antinomique, c'est la maladie qui se transmet par les gestes du quotidien, partager le même plat, etc., avec une sous-déclaration de la transmission sexuelle. Et puis, on retrouve cette idée que c'est la maladie de la pauvreté, du manque d'hygiène, et donc pour les migrants vivant en France, c'est une maladie qu'ils ont laissée derrière eux, parce que du coup, c'est la maladie du pays d'origine, et en France, on se sent beaucoup moins à risque. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les malades chez les personnes vivant avec une hépatite B, la plupart des patients qu'on a interrogés, c'est une enquête qualitative. Donc là, je ne vous donne pas de chiffres représentatifs. Ce sont et donc l'enquête quantitative est en cours et on aura plus d'informations dans un an. La plupart des patients n'avaient pas entendu parler de l'hépatite B avant d'être diagnostiqués. Ceux qui en avaient entendu parler l'associaient à la mort et à une maladie grave.
Et tous font le lien avec le sida, du fait de la transmission sexuelle possible. Et du coup, l'assimilent à une maladie taboue, une maladie honteuse. Donc c'est une maladie dont il est difficile de parler à l'entourage. En particulier, les personnes les plus précaires, et là on retrouve les travailleurs qui vivent en foyer, n'en parlent pas autour d'eux de peur d'être exclus. C'est une maladie dont les patients comprennent mal leur maladie en général, bon, puisqu'elle est complexe, hein, rien ne vous étonne. Ils comprennent mal les voies de transmission, ils comprennent mal comment protéger l'entourage, et aussi les possibilités de traitement et de guérison. Donc en fait, ils comprennent tout mal. Les notions, alors selon qu'on est porteur inactif ou porteur actif, les difficultés ne sont pas les mêmes. Les porteurs inactifs, ils se perçoivent comme malades et on refuse de les traiter et on leur dit qu'ils sont en bonne santé, entre guillemets. Et les porteurs actifs, eux, à l'inverse, on leur explique qu'il faut prendre un traitement, mais que ça ne va pas forcément les guérir. Donc on est sur des choses assez proches du VIH, mais avec du coup les mêmes difficultés. Alors, avec quelque chose qui est spécifique au contexte de migrants, mais c'est que les personnes qui sont en recherche d'un titre de séjour, pour elles, la notion de virus quiescent est extrêmement difficile à accepter parce que l'absence de traitement diminue les chances d'avoir un accès au titre de séjour. Bon, ça, c'est pas tout à fait la question d'aujourd'hui, donc je ne vais pas poursuivre plus là-dessus. Et surtout, et de façon générale, et là c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus, il y a une confusion sur les modes de transmission. Les patients comprennent bien que c'est une infection sexuellement transmissible quand même, mais on leur dit aussi qu'ils l'ont eu quand ils étaient bébés ou qu'ils l'ont eu dans le ventre de leur mère, donc il y a du coup une notion de maladie héréditaire autour des hépatites. Et puis, ils développent beaucoup d'explications autres autour de leur propre contamination, soit ma-nourriture, des petits gestes médicaux type vaccin, petits gestes chirurgicaux, soit petites blessures, j'ai joué au foot pieds nus, des choses comme ça. Donc on voit que dans ces il y a un ensemble de représentations confuses qui mélangent des réinterprétations de ce qu'a pu dire le médecin et l'ensemble des théories de la contamination qu'on connaît pour les maladies transmissibles. Alors, pour l'hépatite C, pour laquelle on a très peu de choses, je vous ai juste mis cet exemple d'un migrant marocain qui, lorsqu'il apprend son infection VHC, l'interprète immédiatement comme une impossibilité absolue de rentrer au pays, une mort sociale, et qui dit « là-bas au Maroc, personne ne va s'approcher de moi, c'est comme le sida, etc. » Alors, on retrouve en fait des choses similaires à ce que les chercheurs qui ont mené des entretiens auprès de patients ayant une hépatite C pouvaient observer, c'est-à-dire toujours cette confusion entre les différents types d'hépatite, la difficulté à accepter un diagnostic qu'on rapproche de la toxicomanie, l'alcoolisme, comportement déviant, la crainte du coup d'être stigmatisé et finalement ce sont des infections qu'on cache et dont on ne parle pas. Alors, en matière de dépistage et de prévention, donc ce qui a pu être observé chez les migrants non malades, donc la prévention pour soi, c'est une méconnaissance des lieux de dépistage et des modes de prévention. Et puis, en cas de dépistage et de diagnostic négatif, en fait, peu de conseils post-test pour se prémunir d'une éventuelle infection. Le vaccin contre l'hépatite B est plutôt connu, mais on ne sait pas souvent si on a été soi-même vacciné. Et quand on vit avec l'hépatite B, alors quand la famille est en France, le dépistage et la vaccination de l'entourage ne semblent pas poser trop de problèmes. Encore une fois, je ne suis pas sur des chiffres d'ordre quantitatif, là, je suis juste sur des tendances, des impressions qualitatives. Par contre, quand la famille est dans le pays d'origine, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme, là on retrouve des choses qu'on voyait dans le VIH, c'est d'informer par téléphone sa famille, sa conjointe, qu'on a une infection grave, c'est très très difficile. Et quand on rentre au pays, c'est pas forcément le moment. On a peur d'être, de la stigmatisation, d'être rejeté. Et utiliser les préservatifs n'est pas du tout facile parce que ce sont bien souvent des moments où on essaye justement de faire un enfant avant de repartir. On retrouve encore, comme dans le VIH, le fait que les femmes ont plus de difficultés à faire venir au dépistage leur conjoint que dans le cas inverse. Et on a aussi une partie des patients qui disent avoir complètement arrêté leur vie sexuelle
par justement méconnaissance des bonnes façons d'informer, de se protéger, etc. Donc une souffrance dans l'intimité assez souvent déclarée. Alors, un mot sur les représentations. Alors, je dirais les professionnels de santé face aux représentations des patients, puisque ce sont des maladies complexes. Elles sont complexes à expliquer, et en particulier avec des mots que comprennent les patients. En particulier, cette notion de virus avec un portage inactif est difficile à expliquer. Donc là, je vous ai mis en italique, c'est un des hépatologues qui nous a expliqué comment elle expliquait à ses patients le microbe dans le foie, silencieux, puis grignote petit à petit le foie, etc. Donc, en général, les médecins se disent démunis au niveau des outils de communication pour communiquer à la fois sur ce qu'est la maladie, sur les chances de guérison, le traitement, etc. Et se disent aussi mal à l'aise pour parler de la prévention de la transmission à l'entourage parce que la consultation est très courte et que dans une consultation courte, parler de la vie sexuelle des gens, et en particulier quand ils sont dans des situations conjugales qui peuvent être un peu complexes avec un conjoint au loin, etc., n'est pas une chose très facile. Enfin, les médecins ont tout à fait conscience de cet aspect contradictoire des différents, apparemment contradictoire des différents messages qu'ils délivrent, et qu'on est obligé de dire à la personne qu'elle a pu être infectée dans la petite enfance par des gestes de la vie quotidienne, mais qu'elle va transmettre aujourd'hui par voie sexuelle si elle ne se protège pas. Donc les médecins sont tout à fait conscients de cette difficulté à avoir plusieurs types de représentations de la transmission. Je vais très vite, je vais arriver à ma conclusion, parce que je vois qu'ils arrivent. Je passe vite sur le fait qu'en France, il y a une sous-proposition du dépistage aux migrants qui ne sont pas précaires en demande d'asile, etc. Et j'arrive aux conclusions. Nos conclusions, c'est qu'il n'y a pas d'informations sur ce qui se passe en Afrique en matière de connaissances et attitudes. Il y a un manque d'informations dans la population sur la maladie en général, des incompréhensions, des confusions chez les patients, et en tout cas une dimension honteuse de la maladie qui paraît insuffisamment prise en compte par les médecins du point de vue des patients. Et donc nous proposons aujourd'hui, d'une part, quand j'ai vu la déclaration de Dakar, on voit bien que c'est le moment où il est nécessaire de faire émerger les hépatites comme problème de santé publique en Afrique. Il nous semble que mener des grandes enquêtes à large échelle auprès de la population, et pas seulement auprès des patients, etc., mais auprès de la population sur ce qu'on sait de la maladie et ce qu'on ne sait pas, et peut-être que c'est des maladies dont on ne parle pas du tout, et tant qu'on n'en parlera pas, ça n'émergera pas comme problème de santé publique. D'autre part, il nous semble qu'il est nécessaire de développer des lieux ou des outils spécifiques pour améliorer l'information sur ces maladies, avec quelque chose d'assez particulier, c'est que, là je vais vous donner je vais me contredire dans mes deux prochaines pistes. La première piste, c'est ce qu'on voit, c'est que les outils de communication sur les hépatites sont en général communs aux outils de communication sur le VIH parce qu'ils prennent les hépatites sous l'angle des risques sexuels. Donc là, je vous en ai mis deux qui sont un roman photo, La Menace, et puis une petite bande dessinée. Ce sont des outils qui ont été développés en France, qui sont évidemment très précieux, mais on n'a pas d'outils spécifiques pour parler seulement des hépatites. Or, parler tout le temps des hépatites en même temps que le VIH, ça induit encore cette assimilation totale des hépatites au VIH, et c'est pas forcément, il nous semble, une bonne chose pour les représentations qu'on se fait des hépatites. À l'inverse, pour la prise en charge des malades, il nous semble que là, il faudrait vraiment s'inspirer mieux de la prise en charge du VIH, puisqu'on voit qu'il y a une souffrance chez les malades qui vivent avec une hépatite et qui ne sont pas co-infectés du fait d'une absence de prise en compte des sphères de leur vie qui ne sont pas la sphère clinique, je dirais. Tout ce qui a été mis en place pour le VIH, c'est-à-dire les consultations d'éducation thérapeutique, les assistantes sociales et psychologues dédiés, des groupes de parole pour aborder les questions de la vie sociale et de l'intimité, ça pourrait utilement être mis à profit pour les malades vivant avec une hépatite. Voilà. Et je finis juste en remerciant évidemment les services des pathologies qui ont accueilli le volet qualitatif de parcours dont je me suis beaucoup inspirée. Et l'ANRS, et donc je vous ai mis deux lignes sur le projet parcours, et Catherine Nénel et Joseph Larmarange qui nous ont aidés à préparer cette présentation. Merci.